La salle d'audience tomba dans un silence suffocant comme les lourdes portes de chêne grinçaient s'ouvrant. Tout le monde s'attendait à une femme brisée entrer, une pauvre épouse rejetée, mendiant des miettes. Au lieu de cela, Sarah entra, serrant deux tout petits identiques, portant une robe qui avait connu des jours meilleurs, tandis que la maîtresse de son mari, Tiffany, ricanait depuis le premier rang, drapée de diamants. Il pensait que cette audience était une formalité. Il pensait que Sarah n'était qu'une serveuse que Julian avait arrachée à l'obscurité. Mais quand le juge Sterling leva finalement les yeux de l'enveloppe scellée sur son bureau, son visage n'était pas pitié. Il était terrifié. Le secret qu'il était sur le point de lire ne ferait pas que mettre fin à un mariage. Il détruirait un empire. L'air à l'intérieur de la cour supérieure de Manhattan sentait la cire de solde et l'eau de Cologne coûteuse. C'était une odeur que Julian Thorne connaissait bien. C'était l'odeur de la victoire. Julian ajusta les poignets de son costume italien sur mesure, jetant un coup d'œil à la Rolex Énor à son poignet. 9h05 du matin. Sa femme, bientôt ex-femme, était encore en retard. Un sourire narquois joua sur ses lèvres. C'était typique de Sarah. Désorganisée, frénétique, toujours sentant la poudre pour bébé et le détergent à lessive bon marché. Elle n'avait pas eu sa place dans une pièce comme celle-ci. Cela n'avait pas sa place dans son monde. À côté de lui, Tiffany Blair croisa ses longues jambes bronzées. Elle était l'opposé polaire de Sarah. Tiffany était vive, brillante et prédatrice. Elle portait un tailleur-jupe crayon blanc qui coûtait plus que toute la guerre de robe de Sarah, et ses cheveux blonds étaient coiffés en un bob parfait et élégant. Elle posa une main manucurée de manière possessive sur le bras de Julian, ses doigts traçant le tissu de sa veste. « Elle va se montrer, tu crois ?» murmura Tiffany, sa voix un ronronnement qui portait juste assez de volume pour que les journalistes du dernier rang puissent l'entendre. Où a-t-elle finalement réalisé qu'elle y était dépassée? Julian rit, se penchant en arrière dans sa chaise en cuir. Sarah est têtue, Tiff, mais elle n'est pas intelligente. Elle viendra. Elle pense que si elle pleure assez, le juge lui donnera la maison. Elle ne comprend pas que la loi ne se soucie pas des larmes. Elle se soucie des contrats. Il tapota l'épais dossier devant lui. L'accord prénuptial. Inviolable, incassable. Du moins, c'est ce que son avocat, Arthur Pendleton, lui avait assuré. Arthur arrangeait actuellement ses papiers avec la précision d'un chirurgien se préparant à amputer un membre. Il était l'avocat de divorce le plus cher de New York. Un homme qui ne perdait pas. « Ne t'inquiète pas, bébé », ajouta Julian, tapotant la main de Tiffany. « D'ici midi, je serai un homme libre. Et toi et moi pourrons enfin commencer à planifier le mariage à Combe. » Tiffany rayonna, jetant un coup d'œil à son ventre plat. « Et notre petite héritière aura un nom propre, pas comme ces bagages qu'elle traîne. » Elle faisait référence aux jumeaux, Léo et Mia. Julian sentit une pointe d'irritation à leur mention. Ils avaient 3 ans, étaient bruyants, salissants et exigeants. Ils n'avaient jamais voulu d'enfant. Pas vraiment. Sarah avait insisté. Elle l'avait piégée. Il croyait qu'elle n'était qu'une serveuse dans un restaurant près de son premier bureau quand ils s'étaient rencontrés. Il avait été charmé par raclement de gorge, sa simplicité, son manque de prétention. Mais 5 ans plus tard, simple était devenu ennuyeux et manque de prétention était devenu embarrassant. Maintenant, il était le PDG de Thorne Dynamics, un conglomérat technologique au bord d'une fusion d'1 milliard de dollars. Il avait besoin d'une femme qui pouvait organiser des galas, pas une qui coupait des coupons et insistait sur les dîners de famille. Il avait besoin de Tiffany. « Tout le monde debout !» rugit le bailli, coupant les murmures de la galerie. La lourde porte derrière le banc s'ouvrit et le juge Harrison Sterling entra. Sterling était une légende dans le circuit des tribunaux de la famille. C'était un homme plus âgé aux cheveux gris acier et aux yeux qui semblaient avoir vu tous les mensonges que l'humanité était capable de raconter. Il ne souriait pas. Il ne fronçait pas les sourcils. Il existait simplement comme une force de jugement. Julian se leva, boutonnant sa veste. Il se sentait confiant.
Il avait l'argent, l'avocat et le statut. Sarah n'avait rien. « Asseyez-vous », dit le juge Sterling d'une voix rauque. Il arrangea sa toge et regarda par-dessus le bord de ses lunettes la table vide sur le côté gauche de la pièce. « Le demandeur est présent. Où est le défendeur? » Arthur Pendleton se leva, lissant sa cravate. « Votre honneur, il semble que Madame Thorne n'ait pas comparu à l'heure prévue. Compte tenu de son historique d'instabilité et de son manque de respect pour ses procédures, nous demandons de procéder à un jugement par défaut en faveur de mon client, Monsieur Thorne. » Le juge Sterling regarda l'horloge. « Il est 9h08, Monsieur Pendleton. Je lui donnerai 5 minutes de plus. Cela implique la garde de 2 mineurs. Je ne prends pas cela à la légère. » Tiffany laissa échapper un soupir audible d'agacement. Roulant des yeux. « Pardon. » Jolian lui serra le genou sous la table pour la faire taire. « 5 minutes, marmonna Julian sous son souffle. Elle attend probablement le bus. » La galerie rit. Elle était bondée de spectateurs. Un divorce impliquant Julian Thorne était une nouvelle de première page. La presse le décrivait comme un conte classique, le titan de l'industrie se débarrassant de la femme de démarrage pour la mise à niveau. Tout le monde aimait un gagnant et Julian avait l'air d'un gagnant. Les minutes s'écoulèrent. 9h10, 9h12. Arthur se leva de nouveau. « Votre honneur, vraiment, c'est une perte de temps pour les tribunaux. » Bam! Les doubles portes à l'arrière de la salle d'audience s'ouvrirent un temps grand, heurtant les murs avec un fracas retentissant. Le silence qui suivit fut instantané, toutes les têtes se tournèrent. Debout dans l'embrasure de la porte se trouvait Sarah. Elle avait l'air épuisée. Ses cheveux bruns, habituellement tirés en un chignon désordonné, étaient lâches et légèrement frisés par l'humidité. Elle portait un cardigan gris deux tailles trop grand et une robe florale fanée que Julien reconnut d'il y a 3 ans. Elle avait de profondes cernes sous les yeux qu'aucune quantité de correcteur ne pouvait cacher. Mais elle n'était pas seule. Tenir sa main gauche était Léo et tenir sa droite était Mia. Les jumeaux étaient impeccablement habillés, contrastant fortement avec leur mère. Léo portait un minuscule costume bleu marine et Mia portait une robe blanche avec un ruban bleu. Ils ressemblaient à des poupées de porcelaine, serrant les mains de leur mère comme si elle était leur seule ancre dans une tempête. Sarah ne regarda pas les caméras. Ou elle ne regarda pas la galerie. Ses yeux se fixèrent sur ceux de Julien. Il n'y avait aucune peur en eux. Il n'y avait qu'une froide, dure résolution qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Je suis ici, » dit Sarah, sa voix ferme, résonnant dans la pièce silencieuse. « Et j'ai amené les enfants parce qu'ils ont besoin de voir ça. »« Tu as amené des enfants dans une salle d'audience ?» lâcha Tiffany, brisant le silence stupéfait. Elle rit d'un son dur et strident. « Mon Dieu, Julian, elle n'a vraiment aucune classe. Qui traîne des tout-petits à une audience de divorce? »« À l'ordre !» aboya le juge Sterling, frappant son marteau. Ses yeux se rétrécirent sur Tiffany. « Une autre explosion de la galerie ou des parties impliquées et je vous ferai expulser. Est-ce clair? » Tiffany recula, son visage devenant rose. Elle marmonna un désolé qui ressemblait plus à une malédiction. Sarah l'ignora. Elle descendit l'allée centrale, ses mouvements lents et délibérés. Les jumeaux trottinaient à ses côtés, leurs petites chaussures cliquetant sur le sol. Léo regarda autour de lui avec de grands yeux curieux, tandis que Mia cachait son visage dans la jupe de Sarah. Arthur Pendleton se pencha vers Julian. « C'est une ruse, » chuchota-t-il d'urgence. « Elle utilise les enfants comme accessoire pour gagner la sympathie du juge. C'est l'acte de la pauvre mère. Ne réagis pas. Aie l'air indifférent. » Julien hocha la tête, raidissant sa mâchoire. Il regarda sa femme, sa bientôt ex-femme, avec un air d'ennui exercé. « On dirait qu'elle a dormi sous un pont, » murmura-t-il en retour. Sarah atteignit la table du défendeur. Il n'y avait pas d'avocat l'attendant. Elle tira une chaise pour elle-même, puis souleva Léo et Mia sur le banc derrière elle, leur murmurant quelque chose à l'oreille. Elle leur tendit une petite tablette pour les garder silencieux. « Madame Thorne,
Raclement de gorge, dit le juge Sterling, regardant par-dessus ses lunettes. Vous êtes en retard et vous n'êtes pas représenté. Où est votre conseiller juridique? Sarah se leva. Elle semblait petite dans la vaste pièce entourée de boiseries et d'hommes en costume coûteux. Elle posa un sac fourre-tout en toile usée sur la table. « Je n'ai pas d'avocat, votre honneur, » dit Sarah. Sa voix était douce mais claire. « Je n'ai pas pu m'en payer un. Julian a gelé mes comptes il y a 3 semaines. » Une vague de murmures parcourut la foule. Julian serra le poing. C'était vrai. Mais c'était une procédure standard, n'est-ce que pas? Arthur Pendleton se leva d'un bond. Objection. Monsieur Thorne a sécurisé les actifs conjoints pour éviter la dissipation. Nous avons offert à Madame Thorne une allocation généreuse qu'elle a refusée. Une allocation? Sarah se tourna pour regarder Arthur, ses yeux brillants. Vous m'avez offert 500 $ par semaine pour nourrir 2 enfants et payer un loyer à New York après que Julian nous ait mis à la porte de la maison de ville. Vous êtes parti volontairement, interrompit Julian, incapable de se retenir. Je suis parti parce que tu l'as installé. Sarah pointa un doigt tremblant vers Tiffany. Pendant que j'étais à l'épicerie, je suis rentré à la maison et ses sacs étaient dans le couloir et elle était assise dans ma cuisine en train de boire mon thé. C'est assez. Le juge Sterling claqua de nouveau le marteau. Ce n'est pas un feuilleton. Nous procéderons avec les faits. Monsieur Pendleton, vous demandez le divorce pour cause de différences irréconciliables. Est-ce exact? Oui, votre honneur, dit Arthur, lissant sa veste. Et nous appliquons l'accord prénuptial signé il y a 5 ans. Il stipule clairement qu'en cas de divorce, Madame Thorne reçoit un règlement forfaitaire de 50 000 $ et renonce à tous les droits de soutien conjugal et à toute réclamation sur Thorne Dynamics. Tiffany sourit narquoisement, chuchotant à Julian. 50 000 $. Ça ne couvrira même pas ma virée shopping de demain. Arthur continua de faire les 100 pas. De plus, nous demandons la pleine garde des enfants mineurs, Léo et Mia Thorne. Nous croyons que Madame Thorne est financièrement instable et émotionnellement inapte à élever des enfants d'une telle stature. Monsieur Thorne peut leur fournir les meilleures écoles, nounous et environnement. Madame Thorne vit actuellement dans un appartement d'une chambre dans le Queens. Ce n'est guère un environnement approprié. Sarah resta là, encaissant les coups. Elle n'interrompit pas. Elle se contenta d'écouter Arthur la dépeindre comme un échec pathétique et une sangsue. Il mentionna son manque de diplôme universitaire. Il mentionna son ancien travail de serveuse. Il la fit passer pour une chienne errante que Julian avait eu le malheur de nourrir. Quand Arthur s'assit enfin, l'air satisfait, le juge se tourna vers Sarah. « Madame Thorne, dit Sterling, vous avez entendu la requête, vous avez signé le contrat de mariage. Y a-t-il une raison pour laquelle ce tribunal ne devrait pas l'appliquer? » Sarah prit une profonde inspiration. Elle fouilla dans son sac en toile. Ses mains tremblaient légèrement. Mais elle en sortit une seule enveloppe épaisse. Ce n'était pas un document légal déposé par un avocat. C'était une enveloppe en manille marron scellée avec du ruban adhésif rouge. « J'ai signé le contrat de mariage, oui, dit Sarah, parce que je l'aimais. Je ne me souciais pas de l'argent. » Elle regarda Julian. Pendant 1 seconde, Julian sentit une douleur de quelque chose, culpabilité. Non, c'était de la pitié. Elle l'avait vraiment aimé. Il le savait. C'est ce qui la rendait si facile à manipuler. Mais Sarah continua, sa voix durcissant. Julian semble avoir oublié une clause spécifique de l'addendum, la clause concernant l'origine de la propriété intellectuelle. Julian fronça les sourcils. Origine de la propriété intellectuelle? Il ne se souvenait pas que le contrat de mariage était standard. Datra, posant l'enveloppe sur le banc du juge. Il semble aussi avoir oublié qui j'étais avant d'être une serveuse. Tiffany éclata de rire. Qui tu étais? Tu n'étais personne. Tu frottais des tables. Sarah se tourna vers Tiffany et pour la première fois, elle sourit. Ce n'était pas un gentil sourire.
C'était le sourire d'un loup qui venait de coincer un lapin. « Je me cachais, Tiffany, » dit Sarah doucement. « Je prenais une pause d'une vie que tu passes chaque instant d'éveil à essayer de simuler. » Le juge Sterling ramassa l'enveloppe que Sarah avait posée sur son bureau. Il l'ouvrit. Il en sortit une pile de documents. Alors qu'il lisait la première page, ses sourcils se levèrent. Il tourna la deuxième page. Ses yeux s'écarquillèrent. Il regarda du papier à Sarah puis à Julian. Le visage du juge pâlit. Il prit une gorgée d'eau, sa main tremblant légèrement. « Monsieur Pendleton, » dit le juge Sterling, sa voix inhabituellement aiguë. « Avez-vous lu l'intégralité du contrat de mariage, spécifiquement l'annexe C? » J'ai supposé que c'était une clause de style, votre honneur, balbutia Arthur. Monsieur Thorne a rédigé les conditions initiales lui-même avant d'engager mon cabinet. Le juge Sterling regarda Julian. Monsieur Thorne, ce document, ces numéros de brevet. Le juge fit une pause, regardant les jumeaux jouer tranquillement avec leur tablette. Savez-vous quels noms figurent sur les brevets originaux de l'algorithme qui fait fonctionner Thorne Dynamics? Julian ricana. Les miens, évidemment. J'ai écrit le code. Non, coupa Sarah. Tu as écrit l'interface, Julian. Le code, le cœur de l'apprentissage profond, a été écrit par SM. Raclement de gorge. Sarah Miller, dit Julian, roulant des yeux. Le nom de jeune fille de ma femme. J'ai mis ses initiales dessus comme un geste romantique. Cela ne signifie rien. Oh, cela signifie tout, dit le juge Sterling, sa voix baissant à un murmure qui résonna comme le tonnerre. Parce que selon cet acte de fiducie, Sarah Miller n'est pas seulement un nom, c'est un alias. Le juge regarda Sarah avec un nouveau respect, frôlant la peur. « Madame Thorne, » demanda le juge, « ou devrais-je dire Mademoiselle Vanderhoven ?» La pièce devint d'un silence de mort. Julian se figea. Vanderhoven. Le nom était royal dans le monde de la technologie. La famille Vanderhoven possédait l'infrastructure de la moitié d'Internet. C'était de l'argent ancien, de l'argent caché, des trillions, pas des milliards. Mademoiselle Vanderhoven, corrigea Sarah. Et les jumeaux ne sont pas seulement des héritiers Thorne, votre honneur. Ce sont les seuls bénéficiaires de la succession mondiale Vanderhoven. Et Julien? Elle regarda son mari. Il travaille pour moi. Il ne le savait juste pas. Le silence dans la salle d'audience s'étira, lourd et suffocant. Il ne fut brisé que par le son du rire nerveux de Julian. C'était un son sec et craquant, dépourvu d'humour. « Vanderhoven » répéta Julian, secouant la tête comme s'il essayait de déloger de l'eau de ses oreilles. « Juge, s'il vous plaît, c'est Sarah Miller. Elle a grandi dans un parc à Caravan dans l'Ohio. J'ai vu les photos. Je l'ai rencontrée. Enfin, je n'ai jamais rencontré ses parents car elle disait qu'ils étaient morts, mais c'est clairement un délire. Elle a engagé un faussaire. Un bon, peut-être, mais c'est insensé. » Il se tourna vers son avocat, s'attendant à une validation. « Arthur, dis-lui que c'est un crime fédéral de présenter des documents falsifiés à un juge de cour supérieure. » Mais Arthur Pendleton ne regardait pas Julian. Il se penchait sur le banc du juge, fixant les documents que Sterling avait étalés. Le visage d'Arthur, habituellement un masque d'ennui arrogant, était maintenant une feuille de sueur pâle et cireuse. Il reconnut le sceau estampé sur le papier. Ce n'était pas un timbre de notaire standard. C'était l'emblème doré en relief du Sovereign Trust de Zurich, accompagné de la signature d'un associé senior chez Baker McKenzie, l'un des cabinets d'avocats les plus prestigieux de la planète. « Julian, » murmura Arthur, sa voix tremblante. « Tais-toi. »« Excuse-moi, » s'écria Julian. « J'ai dit « taise-toi », siffla Arthur, se redressant et regardant son client avec des yeux pleins de panique. « Votre honneur, j'ai besoin d'un moment pour examiner cette preuve. Je n'étais pas au courant de l'existence de fiducies préexistantes ou d'identité d'alias. »« Il n'y a rien à examiner, » cria Tiffany de son siège. Elle se leva,
serrant son sac à main coûteux contre sa poitrine. Elle ment. Regardez-la. Ou elle porte des haillons. Est-ce que ça ressemble à une milliardaire pour vous? C'est une serveuse. Elle m'a servi du café il y a 3 ans et l'a renversé. Sarah ne sia pas. Elle caressa doucement les cheveux de Mia tandis que la petite fille jouait avec une mèche de la robe de sa mère. Sarah leva les yeux vers Tiffany, son expression calme, frôlant l'ennui. « Je l'ai renversé parce que tu as pincé la serveuse à côté de toi, » dit Sarah doucement. « Je t'ai vu. Tu aimes faire sentir les gens petits. C'est pourquoi tu aimes Julian. Vous êtes 2 personnes creuses essayant de se remplir de la misère des autres. » Petite. Tiffany s'élança, mais le bailli s'interposa, la main sur son étui. « Asseyez-vous, mademoiselle Blair, » ordonna le juge Sterling, sa voix glaciale. « Monsieur Pendleton, vous voulez examiner les documents, bien sûr, mais laissez-moi résumer ce que je vois ici afin que le compte-rendu du tribunal soit clair. » Le juge mit ses lunettes de lecture et ramassa le document le plus épais. « Ceci est un acte de cession de propriété intellectuelle, Lute Sterling, daté d'il y a 6 ans. Il attribue la pleine propriété de l'architecture Thorne Deep Learning, le code central de votre entreprise, M. Thorne, à l'Aurora Trust. À l'époque, M. Thorne, vous avez signé ceci. » « J'ai signé un formulaire de décharge, » argumenta Julian, la sueur commençant à perler sur son front. « Sarah m'a dit que ce n'était qu'un formulaire pour qu'elle puisse m'aider à déboguer le code sans réclamer d'heures supplémentaires. Je protégeais l'entreprise. »« Tu essayais d'exploiter la main-d'œuvre gratuite, » le corrigea Sarah. « Tu ne l'as pas lu, Julian. Tu ne lis jamais rien que tu crois au-dessous de toi. Tu as vu renonciation et tu as signé, mais ce n'était pas une renonciation à mes droits. C'était une renonciation aux tiens. » Sarah se leva et marcha vers le banc. Elle bougeait différemment maintenant. La courbure de la femme au foyer fatigué avait disparu. Elle se tenait avec la posture d'une ballerine ou peut-être d'une PDG. « Mon père est Peter Vanderhoven », annonça Sarah à la pièce. Les journalistes du dernier rang haletèrent. Les claviers commencèrent à claquer furieusement. Peter Vanderhoven était un fantôme dans le monde financier, un industriel néerlandais qui avait discrètement racheté la moitié des réseaux de fibre optique en Europe avant de disparaître dans la vie privée à la fin des années 90. « Je me suis enfui à 19 ans, » continua Sarah. « Je détestais l'argent. Je détestais les faux amis, les gardes du corps, la paranoïa. Je voulais voir si je pouvais m'en sortir seul. J'ai changé mon nom. J'ai travaillé dans des restaurants. J'ai vécu dans des immeubles sans ascenseur. Et puis je t'ai rencontré, Julian. » Elle le regarda et un instant ses yeux s'adoucirent avec un souvenir de douleur. « Je pensais que tu étais différent. Tu étais ambitieux, affamé. Tu parlais de changer le monde avec la technologie. Je suis tombée amoureuse de ta passion. » Raclement de gorge. « Alors, tard la nuit, pendant que tu dormais, j'ai réparé ton code. J'ai écrit les algorithmes qui faisaient fonctionner Thorne Dynamics. Je t'ai donné les clés du royaume, Julian. Tout ce que je voulais en retour, c'était un mari qui m'aimait. »« Je t'aimais, » cria Julian, désespéré maintenant. « Nous avons eu de bons moments, Sfera. Mais toi, tu as arrêté d'essayer. Tu es devenu obsédé par les enfants. Tu as arrêté de venir aux événements. » « J'ai arrêté de venir aux événements parce que j'ai réalisé qu'ils n'étaient que des marchés pour que tu te vendes, » dit Sarah. « Et quand je suis tombée enceinte des jumeaux, j'ai vu la façon dont tu regardais mon ventre. Tu ne voyais pas des enfants, tu voyais des dépenses, tu voyais des distractions. Alors tu m'as piégé. » Julian pointa un doigt tremblant vers elle. « Tu as caché ton argent pour me tester. C'est de l'entrapement, c'est de la fraude. » « Ce n'est pas de la fraude d'être riche, Monsieur Thorne, » dit le juge Sterling sèchement. « Mais c'est de la fraude de lister des actifs sur une demande de divorce que vous ne possédez pas. » Le juge brandit un morceau de papier. « Selon cette fiducie, Thorne Dynamics est une filiale à 100% de l'Aurora Trust. Julian Thorne est listé comme PDG par intérim avec un contrat révocable à tout moment. » Sterling regarda Julian par-dessus ses lunettes.
Vous ne possédez pas l'entreprise, mon garçon. Vous êtes un employé et selon cette évaluation de performance jointe au dossier, vous êtes actuellement improbation. La couleur quitta complètement le visage de Julien. Il s'affala dans sa chaise. Probation, murmura-t-il. Pour faute grave de gestion des fonds de l'entreprise, cita Sarah de mémoire. Spécifiquement, la redirection du capital de R&D vers des dépenses personnelles. Elle jeta un coup d'œil à Tiffany, comme des appartements penthouse à Soho et des colliers de diamants de chez Cartier. La pièce se tourna vers Tiffany. La maîtresse était figée, la bouche légèrement ouverte. La réalisation la frappait comme un accident de train au ralenti. L'atmosphère dans la salle d'audience passa du choc à quelque chose de plus vif, de plus vicieux. C'était l'odeur du sang dans l'eau. Tiffany Blair, qui avait passé la dernière heure à faire le paon, ressemblait soudain à un animal acculé. Ses yeux papillonnaient de Julian au juge puis à Sarah. Son esprit travaillait furieusement. Elle n'était pas un génie, mais elle était une survivante. Elle savait compter. Julian moins Thorne Dynamics égalait 0. Julian moins les actifs égalait des dettes. Julian plus une enquête pour détournement de fonds égalait la prison. « Attendez une minute, » dit Tiffany, sa voix stridente. Elle se leva, ignorant le bailli cette fois. Elle fit un pas loin de la table de Julian, créant une distance physique entre eux. « Je ne savais rien de tout ça. » Julian la regarda, trahi. « Tiff, qu'est-ce que tu fais? » « Je ne savais pas, » hurla-t-elle, se tournant vers le juge. « Votre honneur, je suis une victime ici. Il m'a dit qu'il possédait tout. Il m'a dit qu'elle était une sangsue. Il m'a acheté des cadeaux. Oui, mais je pensais qu'il était un homme d'affaires prospère. S'il a volé cet argent, ça n'a rien à voir avec moi. » « Tiffany !» Julian se leva, son visage rouge de rage. « Tu as supplié pour cet appartement. Tu as choisi les bijoux. Tu m'as dit de faire preuve de créativité avec la comptabilité quand j'ai dit que la trésorerie était serrée. »« Menteur !» Tiffany pointa un ongle manucuré vers lui. « Je n'ai jamais dit ça. C'est toi le menteur. Tu lui as menti. Et tu m'as menti. » Elle se tourna vers Sarah, son expression se transformant instantanément en un masque grotesque de supplication fraternelle. « Sarah, Sarah, tu sais comment il est, » dit Tiffany, sa voix tremblant de fausses larmes. « C'est un manipulateur. Il m'a utilisé tout comme il t'a utilisé. Je ne suis qu'une fille de l'Indiana qui essaie de réussir en ville. Je ne savais pas qu'il volait à ta fiducie. Si j'avais su que ces diamants avaient été achetés avec l'argent de tes enfants, je ne les aurais jamais touchés. » Elle commença à détacher le collier de diamants autour de son cou. Ses doigts tripotèrent le loguet. « Tiens, reprends-le, je n'en veux pas. » Elle jeta le collier sur la table du défendeur. Il glissa sur le bois et atterrit à côté du sac fourre-tout en toile de Sarah. Sarah ne le toucha pas. Elle se contenta de regarder Tiffany se défaire. « Il est trop tard pour les retours, Tiffany, » dit Sarah froidement. « Les experts comptables ont déjà tracé les virements bancaires. Tu as accepté des cadeaux totalisant 3 millions de dollars au cours des 18 dernières fois. Aux yeux de l'IRS et de la fiducie, tu es complice de détournement de fonds. » Tiffany haleta. Elle regarda Arthur Pendleton. « Faites quelque chose, défendez-moi. » Arthur était occupé à ranger sa mallette. Il referma les loquets. « Monsieur Pendleton, » demanda Julian stupéfait, « où allez-vous? » « Je me récuse, » dit Arthur, ne le regardant pas dans les yeux. « Je représente Julian Thorne, le propriétaire de Thorne Dynamics. Puisque cette personne n'existe effectivement pas, et puisque mes honoraires ont été payés depuis un compte d'entreprise qui est maintenant gelé par le propriétaire réel, » il jeta un coup d'œil à Sarah. « Je travaille actuellement pro bono et je ne travaille pas pro bono. »« Vous ne pouvez pas me laisser !» Julien attrapa la manche d'Arthur. Arthur le repoussa avec un regard de pur dégoût. « Je vous suggérerais de demander un défenseur public, Julian, car une fois que Madame Thorne,
Mademoiselle Vanderhoven déposera les accusations criminelles. Cette audience de divorce sera le moindre de vos problèmes. Arthur sortit. Les lourdes portes se refermèrent derrière lui avec une finalité qui résonna comme une cellule de prison qui claque. Julien resta seul. Sa maîtresse s'était retournée contre lui. Son avocat avait fui. Son empire était un mirage. Il regarda le juge, suppliant. « Votre honneur, s'il vous plaît, c'est... Nous pouvons arranger ça, Sarah. » Il se tourna vers sa femme. Il essaya de convoquer le charme qui l'avait séduite il y a 5 ans. Il sourit d'une chose faible et tremblante. « Sarah, bébé, regarde-nous. Nous sommes une famille. Nous avons Léo et Mia. Tu ne veux pas envoyer le père de tes enfants en prison, n'est-ce pas? Pense aux jumeaux. » Sarah baissa les yeux vers les jumeaux. Léo dessinait sur la tablette. Mia dormait, la tête sur les genoux de Sarah. « Je pense à eux, » dit Sarah. « C'est pourquoi je fais ça. » Elle ramassa l'enveloppe de nouveau et en sortit un dernier document. « Il y a un dernier rebondissement, Julien, dit-elle. Un autre secret que tu ne savais pas. » Le juge Sterling se pencha. « Procédez, mademoiselle Vanderhoven. » Raclement de gorge. « La fiducie n'est pas seulement pour l'entreprise, expliqua Sarah. Mon père Peter était un homme paranoïaque. Il a mis en place la clause d'héritage. Elle stipule que si je devais me marier, mon conjoint subirait une période d'acquisition de 5 ans. Si après 5 ans le mariage restait intact et fidèle, le conjoint se verrait accorder 50% du contrôle des actifs. Les yeux de Julien s'écarquillèrent. 5 ans. Aujourd'hui est notre 5e anniversaire. Exactement, dit Sarah. Si tu avais attendu un jour de plus, si tu n'avais pas demandé le divorce, si tu n'avais pas triché, tu aurais légalement possédé la moitié d'un patrimoine de 40 milliards de dollars. Tu aurais été plus riche que Dieu, Julian. Julian sentit ses genoux fléchir. Il s'agrippa à la table pour se soutenir. Il avait été à un jour près. Un jour près de tout ce qu'il avait toujours voulu, et il l'avait jeté pour Tiffany Blair et une jupe crayon. Mais, continua Sarah, sa voix s'aiguisant comme une lame, parce que tu as demandé le divorce avant la fin de la période d'acquisition, et parce que j'ai la preuve d'infidélité. Preuve? Queena Tiffany. Sarah fouilla dans son sac et en sortit une petite clé USB. La caméra de nounou, raclement de gorge, dit-elle simplement. Tu pensais que j'avais renvoyé la nounou parce qu'elle volait? Non, je l'ai renvoyée pour pouvoir installer des caméras. J'ai des images de toi et Tiffany dans mon lit, Julian, discutant de la façon dont vous alliez mettre la vieille sorcière à la porte une fois que l'entreprise serait cotée en bourse. Elle lança la clé USB au juge. À cause de la clause d'infidélité, termina Sarah. Julien n'est pas seulement disqualifié de la fiducie, il est redevable d'une pénalité de mauvaise foi. Il doit à la fiducie chaque sou qu'il a dépensé pendant le mariage, qui n'était pas strictement au bénéfice du ménage. Le juge Sterling fit le calcul dans sa tête. « Monsieur Thorne, dit-il gravement, il apparaît que vous n'êtes pas seulement en faillite. Vous êtes endetté envers votre femme d'environ 12 millions de dollars. » Julian émit un son comme un animal blessé. Il regarda Tiffany, qui pleurait maintenant dans ses mains, ruinant son mascara. Il regarda Sarah, qui était inébranlable comme une montagne. « Tu m'as ruiné, murmura Julian. Tu as planifié ça. Tu m'as laissé creuser ma propre tombe. »« Je t'ai donné la pelle, dit Sarah, mais c'est toi qui as continué à creuser. » Soudain, les portes s'ouvrirent de nouveau. Raclement de gorge. Mais cette fois, ce n'était pas un avocat. 2 hommes en costume sombre entrèrent. Ils portaient des oreillettes et se déplaçaient avec une précision militaire. Ce n'étaient pas des policiers. C'étaient des agents de sécurité privés. Mais derrière eux marchait un homme en trench coat qui montra un badge. « FBI » énonça l'homme. « Nous avons un mandat d'arrêt pour Julian Thorne et Tiffany Blair. »« Quoi ?» hurla Tiffany. « Pourquoi moi ?»« Espionnage industriel et fraude bancaire, » dit l'agent. « Il semble que vous deux essayiez de vendre l'algorithme Thorne Dynamics à un concurrent chinois la semaine dernière. Nous avons surveillé vos emails. »
La mâchoire de Julian tomba. Il regarda Tiffany. Tu as envoyé ces emails? Tu m'as dit de le faire. Tiffany hurla. Tu as dit que nous avions besoin d'argent pour le mariage. J'ai dit, trouve de l'argent, pas vends le col. C'est assez, dit l'agent, sortant des menottes. Alors que les agents s'approchaient, Sarah se leva. Elle prit Léo et réveilla Mia. Elle ne regarda pas son mari alors qu'il était poussé contre le mur et menotté. Elle ne regarda pas la maîtresse être traînée dehors, donnant des coupes de pied et hurlant. Elle regarda le juge Sterling. « Pouvons-nous partir maintenant, votre honneur ?» demanda-t-elle. « C'est l'heure de la sieste. » Le juge Sterling regarda le chaos se dérouler dans sa salle d'audience, l'arrestation, le magnat ruiné, la maîtresse hurlante. Puis il regarda la mère debout au milieu de la tempête, tenant ses enfants. Il sourit d'un sourire sincère et chaleureux. « Affaire classée, » dit Sterling, frappant le marteau. « Rentrez chez vous, mademoiselle van der Hoven. » Mais alors que Sarah sortait de la salle d'audience dans le flash aveuglant des caméras des paparazzi, elle savait que l'histoire n'était pas terminée. Julian allait en prison. Oui, mais la famille van der Hoven avait des ennemis. Et en révélant qui elle était, Sarah venait de mettre une cible sur son dos. Elle entra dans le couloir et un homme en costume noir se dressa sur son chemin. Ce n'était pas le FBI. Il était plus âgé, avec une cicatrice le long de la joue. Il regarda les jumeaux, puis Sarah. « Votre père vous salue, » dit l'homme bévé. « Il veut rencontrer les petits-enfants. » Sarah se figea. Son père était censé être dans le coma dans une clinique suisse. C'était la dernière nouvelle qu'elle avait eue. « Mon père est incapable, » dit-elle, serrant les enfants plus près. L'homme sourit et c'était assez froid pour glacer le sang dans ses veines. « Les miracles arrivent, Sarah, dit-il. La voiture attend. » Le SUV noir sentait le cuir citronné et la fumée de cigarettes rassis. C'était une odeur qui transporta Sarah 10 ans en arrière, à une époque où elle n'était qu'une fille effrayée nommée Sarafina van der Hoven, cachée sur la banquette arrière de convoi blindé. Elle serra Léo et Mia fort contre sa poitrine. Les jumeaux, sentant cette tension, s'étaient étrangement tues. Léo fixa l'homme avec la cicatrice assis en face d'eux. « Silas, » dit Sarah, sa voix à peine un murmure. « Tu grisonnes. » Raclement de gorge. L'homme à la cicatrice ne sourit pas. Silas était le chef de la sécurité de son père depuis avant sa naissance. C'était une machine en costume, efficace, létale et absolument loyale à un seul homme. « Le temps vient pour nous tous, mademoiselle Sarah, » gronda Silas. Il tapota la vitre de la cloison. « Conduisez. »« Où allons-nous » demanda Sarah, sa peur commençant à se transformer en colère. « Les journalistes du tribunal m'ont vu monter dans cette voiture. Vous ne pouvez pas me faire disparaître comme ça. »« Nous ne vous faisons pas disparaître, » dit Silas, regardant par la fenêtre teintée, alors que l'horizon de la ville commençait à s'éloigner. « Nous rentrons à la maison, le domaine des Hampton. Il attend. »« Il est dans le coma, » insista Sarah, bien qu'un nœud froid se serrait dans son estomac. « J'ai vu les rapports médicaux. Accident vasculaire cérébral massif, état végétatif. » Silas la regarda enfin. Ses yeux étaient dépourvus de pitié. « Monsieur van der Hoven paye de très bons médecins pour dire au monde exactement ce qu'il veut qu'ils entendent. Un coma est un moyen pratique de voir qui sont vos vrais amis et de voir lesquels de vos ennemis deviennent négligents. » Sarah sentit le sang quitter son visage. C'était un test. C'était toujours un test avec lui. Le trajet dura 2 heures. Ils s'arrêtèrent devant un portail en fer forgé qui ressemblait plus à l'entrée d'une forteresse qu'à une maison. Le domaine van der Hoven était un vaste manoir gothique perché sur une falaise surplombant l'océan Atlantique. Les vagues se brisaient contre des rochers en contrebas, un rythme violent qui correspondait au battement du cœur de Sarah. Silas ouvrit la porte. « Laissez les sacs. Amenez les enfants. » Sarah sortit dans le vent marin mordant. Elle souleva Mia sur sa hanche et prit la main de Léo. «
Ils montèrent les marches de marbre flanquées de gardes de sécurité silencieux qui ressemblaient plus à des mercenaires. Les doubles portes s'ouvrirent. Le hall était exactement comme elle s'en souvenait. Froid, spacieux et rempli d'œuvres d'art inestimables qui semblaient de la regarder. « Bibliothèque », ordonna Silas. Sarah marcha jusqu'au bout du couloir. Les portes de la bibliothèque étaient en acajou, lourdes et imposantes. Elle les poussa. La pièce était sombre, éclairée uniquement par le feu crépitant dans l'immense cheminée en pierre. Assis dans un fauteuil à dossier haut en cuir, face au feu, se trouvait une silhouette. « Bonjour, Sarafina », râpa une voix. Cela ressemblait à des feuilles sèches frottant sur du béton. La chaise pivota lentement. Peter Vanderhoven était plus âgé qu'elle ne s'en souvenait. Sa peau était comme du parchemin tendu sur des pommettes saillantes. Il tenait d'une canne avec une poignée en argent, en forme de tête de loup, mais ses yeux bleu pâle et perçants étaient électriques. C'étaient les yeux d'un prédateur qui n'avait pas perdu de vitesse. « Père » dit Sarah, tenant bon. Elle ne fit pas un geste pour l'embrasser. Ce n'était pas un homme affectueux. Peter ne la regarda pas. Son regard tomba immédiatement sur les enfants. Il les étudia avec un détachement clinique, comme un bijoutier inspectant des diamants bruts pour des défauts. « Identiques », murmura Peter. « Bon gène, mâchoire forte. Ils ont l'allure. »« Ils ont des noms », s'écria Sarah. « Léo et Mia. »« Nom piéton », ricana Peter. « Nom pour marchand et commis. Nous les changerons. Quelque chose de plus dynastique. Leopold et Wilhelmina, peut-être. » Sarah recula, protégeant les jumeaux avec son corps. « Tu ne changes rien. Nous ne restons pas. Je voulais juste te regarder dans les yeux et te dire que je ne veux pas ton argent. J'ai exposé Julian. J'ai repris l'entreprise et maintenant je vais la vendre. Je vais prendre l'argent et disparaître à nouveau. » Peter rejeta la tête en arrière et rit. C'était un son terrifiant. « La vendre ?» Il secoua la tête, la regardant avec une déception moqueuse. « Tu penses encore petit, dit ma fille? Tu penses avoir vaincu Julian Thorne? Julian n'était qu'un moucheron. Je l'ai laissé t'épouser. » L'air quitta les poumons de Sarah. « Quoi? Je savais où tu étais tout le temps, » raclement de gorge, dit Peter, faisant rouler sa chaise plus près. « Je savais que tu étais serveuse dans ce restaurant graisseux. Je savais que Thorne te courtisait. J'ai fait une vérification de ses antécédents avant même qu'il ne t'offre ce premier verre bon marché. Tu m'as laissé épouser un escroc. Je t'ai laissé épouser un homme faible, » corrigea Peter. « Parce que j'avais besoin de savoir si tu étais faible aussi. J'avais besoin de voir si 5 ans de routine domestique te briseraient, si tu deviendrais une femme au foyer molle et pathétique. » Il se pencha en avant, son visage à quelques centimètres du sien. « Mais aujourd'hui, tu m'as surpris. Tu ne l'as pas seulement quitté, tu l'as détruit. Tu as utilisé la fiducie. Tu as utilisé le système juridique comme une arme. C'était impitoyable, Sarafina. C'était Vanderhoven. » Raclement de gorge. « Je l'ai fait pour protéger mes enfants, » siffla Sarah. « Et c'est pourquoi tu es ici, » dit Peter, sa voix baissant à un murmure. « Je meurs, Sarafina. Pour de vrai, cette fois les médecins me donnent 6 mois. L'Empire a besoin d'un héritier. Je pensais que je devrais sauter une génération et former les jumeaux moi-même. Mais peut-être que tu es récupérable. » Il appuya sur un bouton sur l'accoudoir de sa chaise. Les portes de la bibliothèque se verrouillèrent avec un lourd bruit métallique. « Mais les enfants restent ici, » déclara Peter. « Ils seront élevés ici, éduqués ici. Ils n'iront pas à l'école publique. Ils ne mangeront pas de déchets transformés. Ils sont de la royauté et ils seront élevés dans le château. »« Non, » dit Sarah. « Ce n'était pas une demande, » dit Peter calmement. « Vous êtes actuellement recherché pour interrogatoire concernant la disparition de données sensibles des serveurs de Thorne, données qui intéressent beaucoup le FBI. Silas peut avoir les agents ici en 10 minutes. Vous allez en prison pour espionnage industriel et j'obtiens la garde,
Ou vous restez ici, prenez votre place à ma droite et nous les élevons ensemble. Il sourit. Échec et mat, ma chère. Le feu crépita, projetant de longues ombres dansantes sur les murs de la bibliothèque. Léo gémit, cachant son visage dans la jupe de Sarah. Ce son, le son de la peur de son fils, fit quelque chose à Sarah. Elle regarda son père. Il était assis là comme un roi sur un trône, confiant dans sa victoire. Il avait joué à ce jeu pendant 40 ans. Il avait renversé des gouvernements et ruiné des économies. Il pensait jouer aux échecs contre une novice. Mais il avait oublié une chose. Sarah n'avait pas seulement été serveuse pendant les 5 dernières années. Elle avait été codeuse. Et avant cela, elle avait été sa fille. Elle savait comment la machine fonctionnait parce qu'elle avait aidé à construire le chiffrement qui la protégeait. Sarah détacha doucement Léo de sa jambe. Elle s'accroupit, l'embrassa sur le front et chuchota. Silence profond. C'était un jeu qu'ils jouaient. Les jumeaux s'assirent immédiatement sur le tapis persan et se turent, observant. Sarah se leva et lissa sa robe. Elle marcha jusqu'au bureau en acajou où son père gardait sa carafe de cognac. Elle se versa un verre, sa main parfaitement stable. « Tu penses avoir un levier, père, » dit Sarah, prenant une gorgée. Le cognac brûla, l'ancrant. « Tu penses que parce que tu contrôles les avocats et les juges, tu me possèdes. »« Je traite des réalités, Sarafina, » dit Peter, la regardant avec amusement. « La réalité est que tu n'as aucune ressource. Tu n'as aucun allié. Tu es une mère célibataire avec un algorithme volé. » « L'algorithme n'est pas volé, » dit Sarah, se tournant pour lui faire face. « Et ce n'est pas juste un algorithme pour un moteur de recherche, n'est-ce pas? » Le sourire de Peter vacilla légèrement. « Je ne sais pas de quoi tu parles. »« Thorn Dynamics, » dit Sarah, marchant lentement dans la pièce. Raclement de gorge. En surface, c'est de la technologie grand public, de l'exploration de données pour les publicités, mais en dessous, le cœur d'apprentissage profond, ce sont des analyses prédictives pour l'instabilité géopolitique. Elle s'arrêta et le regarda. Julien était trop stupide pour comprendre ce que faisait le code. Il pensait qu'il prédisait les tendances boursières. Mais j'ai vu les journaux, père. Il prédisait des émeutes. Il prédisait des coups d'État en Amérique du Sud. Et il envoyait ces données à un serveur privé à Zurich, ton serveur. La main de Peter se serra sur sa canne. L'amusement avait disparu. Raclement de gorge. « Tu as une imagination active. »« J'ai la clé de chiffrement, » mentit Sarah. Ou plutôt, c'était un demi-mensonge. Elle avait la clé de la porte dérobée qu'elle avait installée il y a des années. Elle ne savait pas exactement ce qu'il y avait dans les fichiers, mais elle en savait assez pour savoir que cela l'enterrerait. Quand j'ai réalisé que Julien allait essayer de vendre l'entreprise, continua Sarah, sa voix gagnant en force, je ne l'ai pas seulement enfermé dehors. J'ai mis en place un interrupteur d'homme Mark. Si je n'entre pas un code spécifique dans un terminal sécurisé toutes les 24 heures, toute la base de données, chaque pot de vin, chaque contrat d'opération secrète, chaque journal de surveillance illégale se télécharge automatiquement sur les serveurs du New York Times, du FBI et d'Interpol. Le silence dans la pièce était absolu. Même le feu sembla arrêter de crépiter. Peter la fixa. Pour raclement de gorge, la première fois de sa vie, Sarah vit quelque chose dans ses yeux qui n'était pas du mépris. C'était du calcul. Raclement de gorge, il réévaluait le niveau de menace. « Tu bluffes, » dit Peter doucement. « Est-ce que je bluffe? » Sarah sortit son téléphone de sa poche. Elle le tint. « Il y a 23 heures depuis ma dernière connexion. Il me reste 58 minutes. Si tu fais arrêter Silas, je ne peux pas entrer le code. Si tu prends mes enfants, je n'entrerai pas le code. Et si tu essaies de me faire du mal, eh bien, le monde découvrira que le grand Peter Van der Hoeven n'est pas un homme d'affaires, mais un criminel de guerre. » Elle fit un pas de plus vers lui. « Tu as appelé Julien un moucheron, dit-elle. Mais tu as oublié que c'est moi qui ai conçu la tapette à mouches.
Peter la fixa pendant une longue minute angoissante. Puis, lentement, un sourire se répandit sur son visage. Ce n'était pas le sourire cruel d'avant. C'était un sourire de fierté authentique et terrifiante. « Silas! » appela Peter, sans quitter sa fille des yeux. Le chef de la sécurité sortit des ombres. « Monsieur, annulez l'appel au FBI, » dit Peter, « et préparez l'aile des invités. Ma fille et mes petits-enfants resteront pour le dîner. » « Nous ne restons pas pour le dîner, » dit Sarah fermement. « Nous partons maintenant. Vous allez nous fournir une résidence sécurisée? Pas ici, quelque part de neutre. Vous me transférez la garde légale complète des enfants sans contestation et vous signerez l'acte de fiducie sans la période d'acquisition de 5 ans. Et si je refuse? Alors, je laisse le temps s'écouler, dit Sarah. Elle tapota l'écran de son téléphone. 55 minutes. Peter regarda le téléphone, puis Sarah. Il rit d'un son sec et rauque. « Tu es vraiment ma fille, dit-il, implacable, manipulatrice, dangereuse. »« J'ai appris des meilleurs, » répondit Sarah froidement. Peter fit un signe de la main à Silas. « Faites comme elle dit. Préparez l'hélicoptère. Amenez-les au penthouse à Manhattan, celui de la 5e avenue. » Il regarda les jumeaux qui étaient toujours assis tranquillement sur le tapis. « Léopold, Wilhelmina, » dit Peter, savourant de nouveau les noms. « Ils seront redoutables. Bien, tu gagnes 7 manches, Sarafina. Mais souviens-toi, posséder la couronne est facile. La garder sur ta tête pendant que tout le monde essaye de t'égorger, c'est la partie difficile. »« Je n'ai plus peur de toi, » dit Sarah. Elle prit les jumeaux. « Et je ne suis pas Sarafina. Mon nom est Strauss Sarah Thorne, raclement de gorge. Et j'ai fini de fuir. » Elle se retourna et marcha vers la porte. Silas l'ouvrit pour elle, s'écartant avec une déférence nouvelle. Alors qu'elle marchait dans le couloir, serrant ses enfants, les jambes de Sarah étaient comme de la gelée. Elle tremblait. C'était un bluff. Il n'y avait pas d'interrupteur d'homme mort. Il n'y avait pas de téléchargement automatique vers Interpol. Elle venait de bluffer l'homme le plus dangereux du monde et avait gagné. Mais alors qu'elle sortait dans l'air nocturne, le vent fouettant ses cheveux, elle savait que son père avait raison sur une chose. Ce n'était pas la fin. Julian était parti, mais maintenant, elle était un joueur sur un échiquier beaucoup plus grand. Elle avait l'argent, elle avait le pouvoir, et elle avait les cibles sur son dos. Elle attacha les enfants dans l'hélicoptère qui l'attendait. Alors que les rotors commençaient à tourner, les emportant loin du sombre manoir gothique, Sarah regarda les lumières de New York au loin. Elle avait sa liberté, elle avait ses enfants. Mais le jeu venait juste de commencer. 6 mois plus tard, la vue du 45e étage de la tour fictive Aurora était à couper le souffle. Central Park ressemblait à une tache verte sur une courte pointe grise, et les voitures en contrebas n'étaient que de simples grains de poussière. Sarah se tenait près de la baie vitrée, sirotant un espresso. Elle ne portait plus la robe florale fanée. Elle portait un blazer noir ajusté, un pantalon élégant et des talons aiguilles qui claquaient avec autorité sur le sol de marbre. Mademoiselle Vanderhoven. Sarah se retourna. Son assistant, un jeune homme nommé David, se tenait dans l'embrasure de la porte, l'air nerveux. « C'est juste Sarah, David », le corrigea-t-elle doucement, bien que ses yeux restaient immobiles. « Qu'y a-t-il? » « Le conseil d'administration attend, » dit David. « Et il y a une lettre du centre correctionnel d'Upstate. » L'expression de Sarah ne changea pas. Elle se dirigea vers son bureau, une massive dalle d'obsidienne qui appartenait autrefois à Julian. Elle prit la lettre. L'écriture sur l'enveloppe était irrégulière, désespérée. Julian Thorne. Elle ne l'ouvrit pas. La nouvelle était tombée il y a 3 mois. Julian avait plaidé coupable de fraude bancaire et de détournement de fonds pour éviter les accusations d'espionnage. Il purgeait 8 ans. Tiffany était devenue témoin à charge pour sauver sa propre peau, recevant une probation et des travaux d'intérêt général. Mais sa position sociale était morte,
La dernière fois que Sarah avait entendu parler de Tiffany, elle travaillait dans la vente au détail dans le New Jersey, essayant de rembourser ses dettes légales. Sarah ouvrit le tiroir de son bureau et y laissa tomber la lettre non ouverte, juste à côté des autres. L'indifférence, avait-elle appris, était une punition bien plus dure que la colère. Brûlez-la, dit-elle, fermant le tiroir, et dites au conseil que je serai là dans 5 minutes. J'amène les enfantes. Les enfants, madame? Oui? Sarah sourit, mais c'était un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. C'est la journée emmène ton enfant au travail, et ils doivent apprendre comment fonctionne l'entreprise. Après tout, ils la possèdent. Elle entra dans la pouponnière privée qu'elle avait construite adjacente à son bureau. Léo et Mia étaient assis sur un tapis moelleux, concentrés intensément sur une table basse. Cavalier en F3, marmonna Léo, déplaçant une pièce en bois. Pion prend cavalier, compta Mia, sa petite main faisant tomber sa pièce. Sarah les regarda un instant, une vague de fierté et de peur montant dans sa poitrine. Ils apprenaient vite, trop vite. Sur la table entre eux se trouvait un jeu d'échecs. Ce n'était pas n'importe quel jeu. Il était sculpté à la main en ivoire et ébène, un cadeau arrivé hier par coursier. Il n'y avait pas de carte, juste une note avec un seau de terre d'une tête de loup au nouveau joueur. C'était de son père. Peter gardait ses distances, restant dans sa forteresse des Hamptons, mais il observait. Il savait que son bluff concernant l'interrupteur d'hommes morts était un mensonge, ou du moins il le soupçonnait. Mais il savait aussi qu'au cours des 6 derniers mois, Sarah avait réellement construit le levier qu'elle prétendait avoir. Elle avait fait le ménage dans l'entreprise, renvoyé les compères de Julien et sécurisé les fichiers cryptés pour de vrai. Elle ne se cachait plus. Elle était la reine sur l'échiquier, protégeant ses 2 pions jusqu'à ce qu'ils puissent devenir eux-mêmes rois et reines. « Maman! » Léo leva les yeux rayonnants. « Je gagne seulement parce que je te laisse faire, » argua Mia. Sarah s'agenouilla, lissant leurs cheveux. « Le jeu ne consiste pas à gagner vite, Léo. Il s'agit de survivre le plus longtemps. Allez, mettez vos vestes. » « Nous avons une réunion avec les hommes ennuyeux en costume ?» demanda Mia, plissant le nez. « Oui, » dit Sarah, se levant et leur tendant une main à chacun. « Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit. Ils travaillent pour nous. Ne les laissez jamais vous voir effrayés. Ne les laissez jamais vous voir fatigués. » Elle les conduisit hors de la pouponnière, à travers la suite exécutive et vers la salle du conseil. Alors que les doubles portes s'ouvraient, la pièce remplie d'hommes plus âgés et riches tomba silencieuse. Ils se levèrent à l'unisson, boutonnant leurs vestes, le respect gravé sur leur visage. Un respect né de la peur. Sarah se dirigea vers le bout de la table. Elle s'assit, tirant Léo sur ses genoux, tandis que Mia s'asseyait sur la chaise vide à côté d'elle. « Messieurs, » dit Sarah, sa voix claire et impérieuse. « Commençons. Le changement de marque de Thorne Dynamics se termine aujourd'hui. Bienvenue à l'ère d'Aurora. » Elle regarda son reflet dans le bois poli de la table. La serveuse avait disparu. La victime avait disparu. À sa place se trouvait une mère. Et que Dieu aide quiconque essaierait de toucher sa famille à nouveau. Wow, quelle aventure! D'une femme ignorée en robe fanée à la PDG d'un empire d'1 milliard de dollars, Sarah a prouvé qu'il ne faut jamais juger un livre à sa couverture, ou une serveuse à son tablier. Julian et Tiffany ont appris à leurs dépens que quand on joue avec le feu, on ne se brûle pas seulement, on perd tout. Mais qu'en pensez-vous? Sarah est-elle allée trop loin en cachant son identité pendant 5 ans? Ou était-ce le test ultime de véritable amour que Julian a échoué? Et pensez-vous que son père Peter va vraiment rester loin? Où prépare-t-il son prochain coup? Faites-moi part de vos théories dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette histoire de justice et de vengeance, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne à grandir. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle histoire.